Bonjour à tous, c'est Jérôme dans son vaisseau spatial et aujourd'hui on va parler ensemble de The Mandalorian saison 3 épisode 3 alias le chapitre 19 intitulé L'initié. Et oui, un épisode découpé d'une façon très étrange, pour autant est-ce vraiment un problème? Oui, peut-être si on part du principe que la partie centrale n'a aucun intérêt, mais pour autant peut-être que ce n'est pas le cas. Écoutez, on en parle juste après le générique. Les changements de rythme. Qu'est-ce que ça peut apporter à une série comme The Mandalorian? Alors peut-être rien, car ça peut faire diminuer la hype collective. Surtout quand on s'arrête sur un épisode comme le chapitre 18. On constate que le mythosaure est là, que Mando est réhabilité parmi la Death Watch, que Bo-Katan vient de découvrir cette créature auquel elle ne croyait pas du tout. Eh bien, la série a décidé, tout simplement, d'intégrer un petit spin-off du Dr Pershing en plein milieu de ce nouvel épisode. Une première partie, on a Bo-Katan et Mando avec Grogu qui terminent un petit peu leur périple de Mandalore jusqu'à Kalevala. Et ensuite, on a un gros chapitre sur Coruscant où eh bien, on n'a plus du tout les mêmes personnages. Un petit peu comme Mando qui était apparu dans la série Boba Fett. Et bien là, on met du Dr Pershing dans la série Mando. Bon, on est d'accord. C'est un personnage qui normalement a sa place. On l'a vu dans la saison 2, en train de préparer justement des prélèvements pour du clonage vis-à-vis de Grogu notamment. Eh bien, l'intrigue, alors peut-être c'est une bonne surprise pour vous ou pas, l'intrigue est développée au cœur de ce chapitre 19. Une bonne idée? Je pense que oui. Enfin, j'espère. Parce que si ça n'apporte rien à l'enjeu final, c'est vraiment dommage. Alors on va s'attarder maintenant sur quelques données techniques concernant l'épisode. Tout d'abord, il a été réalisé par un certain Lee Isaac-Chung. Alors lui, je ne le connaissais pas. Apparemment, il a été réalisateur et scénariste d'un film qui s'appelle Minori, qui est sorti en 2020 aux États-Unis et qui a fait plutôt bonne impression. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose. Et quand on voit un petit peu les images et la façon de filmer, on peut dire que ce mec-là, il a du talent. La musique, c'est toujours de Joseph Chorley, d'ailleurs c'est lui qui va assurer durant toute la saison. Le scénario, alors c'est Jon Favreau, mais pas tout seul cette fois, il est accompagné d'un certain Noah Klour. Noah Klour, je ne le connais pas, je suis désolé, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Les acteurs qui sont mis en avant dans cet épisode, eh bien entendu Pedro Pascal, bien qu'il ait toujours son casque sur la tête. Pedro Pascal, c'est Mando, Bo-Katan Kryze, c'est bien entendu Katee Sackhoff. Et deux invités, en tout cas deux personnages qui ont été introduits. Il y a c'est Dr Pershing qui est interprété par Omid Abtahi, excusez-moi pour la prononciation, et on a aussi Cathy O'Brien qui interprète le rôle de la demoiselle aux cheveux courts chargée de communication dans le vaisseau de Moff Gideon, rappelez-vous dans la saison 2, dans le rôle de Elia Kane. Il est temps à présent de s'attarder sur le déroulement chronologique de l'épisode. Alors moi, le premier, j'étais un peu surpris par la construction globale. Pour autant, cette première partie, donc, elle finalise un petit peu ce qu'on a vu dans le chapitre 18, la fin donc, de l'ascension de Bo-Katan qui va sauver justement Mando dans les eaux vivantes. Il le récupère après avoir aperçu la créature, le mythosaure. C'est quand même impensable de sa part, enfin pour elle, d'imaginer que cette créature existe vraiment et qu'elle est là encore sous les eaux. Elle demande quand même à Mando s'il a vu quelque chose dans l'eau. Elle ne dit rien, elle garde ça pour elle. Elle ne veut pas dire hey, Mando, il y avait mythosaure là. Donc peut-être qu'elle croit encore que c'est une hallucination, elle n'y croit pas trop, ou elle se dit qu'il est peut-être pas encore temps d'en parler, qu'elle va garder ça pour elle, pour mijoter, pour réfléchir un peu à un plan d'action peut-être. En tout cas, elle est très troublée par cette découverte. Et Mando, non, lui Mando, il n'a rien vu, il est heureux d'avoir enfin effectué sa rédemption en ayant chuté comme une merde tout au fond du lac avec tout son équipement. Il a été sauvé encore par le gong grâce à Bo-Katan, ça on est habitué dans cette série, et donc tout va bien pour lui. Mais pour autant, maintenant, il est temps de rentrer, récupérer le Naboo N1, et pour ce faire, donc on ne perd pas de temps, on retourne directement sur Kalevala. Et grosse surprise à l'arrivée sur place, eh bien l'Empire est là, avec des chasseurs tailleux. Et là on a une sublime bataille aérienne, on voit des plans exceptionnels.
des plans très rarement vus dans Star Wars. Et c'est là où je dis, cette série, elle est vraiment proche de la qualité d'un film Star Wars. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça continue toujours un peu plus. On est vraiment dans une immersion, notamment par rapport aux batailles. Et on peut remarquer que les pilotes TIE Fighter sont vraiment meilleurs que dans les saisons précédentes, où j'étais vraiment ridicule. Donc on va dire que l'Empire a pris un level entre la saison 1, 2 et 3. Et ça, c'est plutôt intéressant justement pour les enjeux qui vont être mis en place, car d'ores et déjà sur le papier, la purge, c'est l'Empire qui a neutralisé la planète Mandalore. Donc ça leur donne déjà un petit pouvoir, ça me donne une influence supérieure par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Et finalement, nos héros ont beaucoup de mal à s'en sortir, d'autant plus que derrière, il y a eu vraiment un piège qui a été mis en place par l'Empire, où on voit des bombardiers qui vont aller détruire tout simplement le palais de Bo-Katan. Et là, eh bien, il y a grosse furie de la part de la demoiselle qui veut s'en prendre à toutes les forces présentes sur place. Mais malheureusement, quand on regarde le radar, et c'est très très bien filmé, on peut constater que les forces de l'Empire sont énormément présentes et qu'il existe à présent une seule solution, et bien ça sera fuir, car là il y a vraiment trop de troupes face à eux. Et c'est Mando qui donne le point à atteindre en hyperespace pour pouvoir trouver un endroit soi-disant calme et tranquille où l'Empire ne pourra pas aller les chercher. On part en hyperespace, l'épisode commence à 200 à l'heure, on se dit qu'il va se passer autre chose, donc générique, donc le titre d'initié, pour moi ça voulait pas dire grand chose. Et soudain on arrive sur un plan de Coruscant, et là je me dis mais Mando va aller sur Coruscant. Coruscant qui est pleine de couleurs, on arrive dans une scène nocturne où on voit vraiment, alors c'est vraiment une ville très très active, c'est vraiment la capitale des planètes, elle a vraiment bien évolué, donc après la chute de l'Empire. On voit que tout est revenu à la normale, beaucoup de richesses. Cette grande arène où le Dr Pershing commence à s'exprimer au centre, avec énormément de monde. Il parle de ses projets qui ont été menés au sein de l'Empire, qu'il comptait, donc grâce au clonage, créer des personnes d'autant plus performantes, en tout cas un projet dans ce sens-là. Et là, la série a décidé de suivre ce Dr Pershing dans son quotidien presque. C'est presque un reportage sur la réinsertion des scientifiques de l'Empire. C'est assez incroyable. Donc au début, j'étais vraiment surpris. Surtout la première fois que j'ai visionné l'épisode, je me dis mais merde, qu'est-ce que c'est ça? J'ai eu l'impression qu'on me plongeait dans la série Andor. Et je sais déjà plus ou moins parler de cette série qui m'a plus ou moins plu, car il y a beaucoup de thématiques qui ne m'intéressaient pas trop. Et bien, là on est vraiment dans le cœur des problématiques de cette nouvelle république, qui essaie de se reconstruire petit à petit, et naturellement, qui n'a pas exécuté tous les personnels de l'Empire. Apparemment, ils ont gardé les gens intelligents, c'est-à-dire les scientifiques. Je pense que les Stormtroopers, les pauvres, ils ont dû finir au bagne, autant ne pas le savoir. Donc, le scientifique Dr Pershing, alors c'est G68, non c'est L52, pardon, donc il est amnistié, L52, charge à lui de potentiellement supprimer les programmes de l'Empire, pour en créer de nouveaux, vierges, sans obscurité dans la perception des choses. Enfin, on essaie de créer un monde idéal. On essaie de repartir de zéro, on essaie de faire plein de choses, et c'est là où je suis assez surpris. Je constate que la Nouvelle République est un peu inquiétante dans sa façon de faire. Elle n'est pas forcément meilleure que l'Empire. En tout cas, quand on voit les droïdes qui sont chargés de surveiller notamment le Dr Pershing, ils sont vraiment étranges et chelous. Ils sont même flippants. Regardez leur design, écoutez leur façon de parler, c'est très très directif, c'est très inquiétant, ça fait vraiment dictature en fait. Et voilà, en tout cas, cette ambiance un peu surfaite, moi ça me dérange un peu. Donc on constate que le Dr Pershing rencontre plusieurs de ses potes, enfin il est un petit peu dernier arrivé on dirait, donc chacun a son petit numéro, donc ça fait vraiment un petit peu prisonnier détenu. On leur donne un peu l'anonymat, c'est aussi peut-être pour les protéger. Mais il rencontre Elia Kane. Elia Kane, l'ancienne officière supérieure en charge des communications sous les ordres de Moff Gideon. Et oui, et il a été surpris justement de la rencontrer. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? Je pensais que c'était vraiment peut-être une scène ponctuelle, mais en fait la majorité de l'épisode va être concentrée sur la vie du Dr Pershing, ce spin-off qui a été intégré directement dans la série The Mandalorian. Donc eh bien, je me suis dit, pourquoi pas, on va explorer ça ensemble. À travers un rythme très très lent par rapport à ce qu'on a vu juste avant, de quoi un petit peu peut-être nous demander mais qu'est-ce qui se passe dans la série. Mais potentiellement c'est la seule façon peut-être d'enrichir le background, et ça je trouve vraiment que c'est une bonne idée. En tout cas c'est très nouveau dans Star Wars, on a rarement vu ça dans les saisons précédentes de The Mandalorian, donc félicitations à Jon Favreau et peut-être à Noah Kloor qui est peut-être pour quelque chose.
Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé durant cette période Coruscant où on s'intéresse au docteur Pershing, donc il est un peu mal à l'aise, hein, il est partagé entre sa nouvelle vie, celle d'avant. Il veut bien faire, on sent que c'est un scientifique, hein, lui il est un petit peu neutre, indépendant, il est là pour faire avancer la science. Il espère peut-être que potentiellement ça se passera bien, car rappelez-vous il a été assez exploité aussi par l'Empire. Hein. Il avait même failli prendre une cartouche en pleine tête, rappelez-vous avec Cara Dune. Donc c'est un personnage qui n'est pas en train de faire semblant, et elle est influencée par Elia Kane, qui lui met en avant, mais tu te rappelles tes projets là de clonage, ça serait peut-être pas mal comme de continuer. Et puis Dr Pershing, non c'est pas possible. Donc elle l'emmène un petit peu au parc d'attractions, enfin sur la place où on peut se promener tranquillement avec une glace à la main, une glace phosphorescente, c'est assez incroyable. Je me suis demandé où j'étais quand même, hein. Je ne savais plus si j'étais dans The Mandalorian ou dans une autre série. Et j'ai vraiment adoré cette petite balade avec une musique de Star Wars remixée en arrière-plan, un petit peu à la fête foraine, c'était vraiment intéressant. Il y a eu pas mal d'exploration, on visite, on voit même le sommet justement de la montagne de Coruscant, avec une petite scène loufoque, on voit les droïdes de la République qui interviennent pour éviter de justement laisser des déchets sur le sol. Donc il y a un petit message, attention à la planète, et Coruscant c'est une planète qui est bien cramée. Et j'ai pu apprécier quand même le spectacle visuel. Ça m'a même fait penser à un moment à Final Fantasy VII. Hein. Il y a un lieu où il y a vraiment plein de belles couleurs comme sur Coruscant. Et cette musique de fête foraine, eh bien, ça m'a fait penser à la course au chocobo et tout ça là. Je sais pas si ça vous parle. Enfin bref, j'espère ne pas être seul à avoir cette référence. Donc l'aventure qui se poursuit, le docteur Pershing qui se laisse un petit peu corrompre par des gâteaux spatiaux de couleur jaune, qui pose des questions finalement aux droïdes qui sont très directifs et qui sont là pour signaler tout manquement. Et à un moment, en fait, étant donné que finalement, dans son travail quotidien, il se rend compte qu'on ne fait que détruire des données, des recherches qui ont duré certainement très longtemps, au lieu de les exploiter comme il se doit, et bien ça lui fait mal quand même, le docteur Pershing, je pense. Donc, il recontacte Elia Kane pour lui demander tout simplement d'accéder à son ancien laboratoire, qui apparemment n'a pas été encore détruit. Ça aussi, c'est un peu paradoxal. Elle l'emmène donc dans cette espèce de métro à plusieurs wagons. On voit un droïde chargé de la sécurité, un droïde mandaté certainement par la République, un droïde qui est très très effrayant à premier abord. Et là on se dit, la perception des choses dépend vraiment de l'angle dans lequel on se poste. Quand on voit ce droïde se déplacer vers les cibles, on le sent vraiment, on sent vraiment une dictature malgré tout, alors que l'on vient d'en faire chuter une autre. Dr Pershing et Kane qui réussissent à rejoindre le laboratoire, à récupérer ce dont ils avaient besoin. Petite poursuite, petite fuite, et là, trahison. Là, j'étais surpris quand même de savoir que Kane avait tendu un piège à Dr Pershing. C'est là que je me suis dit peut-être que en fait, Kane avait été envoyé par Moff Gideon, et que derrière tout ça, eh bien, il voulait simplement récupérer la mallette. Car dans la scène suivante, la scène qui va un peu clôturer ce passage de Coruscant, eh bien, on se rend compte que alors ce Mon Calamarien qui était aussi présent là au début avec Dr Pershing, il est très très flippant ce mec, il est vraiment chelou. Il me fait clairement penser au personnage dans Saw, avec dans la dernière scène, rappelez-vous, une musique classique, avec une discussion très très posée. Vous avez enfreint la loi. On va vous installer sur un siège confortable, allongez-vous. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre des choses dans les oreilles. Ça va faire un peu guibi, mais c'est rien du tout. Et puis, apparemment, Dr Pershing sait très bien de quoi il s'agit. C'est le fouet mental, apparemment, c'est quelque chose qui va lui détruire les neurones à l'intérieur, qui va lui empêcher de penser à ce qu'il a certainement prémédité avant au niveau de l'Empire. En gros, c'est un lavage de cerveau. Et ça paraît tellement de la torture gratuite. C'est ce petit doute que j'ai eu par rapport à cette république bien étrange, ce Mon Calamarien, avec sa voix très très calme, très très posée, tel un psychopathe, c'est terrible. Et pour terminer, on constate que Elia Kane prend grand plaisir à tourner le bouton de la gauche vers la droite pour augmenter l'intensité et pour griller une bonne fois pour toutes le cerveau du docteur Pershing, de quoi le faire souffrir plus que jamais. Alors voilà, c'est très troublant, il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place, et ça j'adore vraiment. On termine l'épisode par une scène qui poursuit en fait la première scène de l'épisode, la scène où Bo-Katan et Din Djarin
se rendent au niveau de la planète de la Death Watch. On atterrit au niveau de l'espèce de grotte, comme rappelez-vous dans le premier épisode où il y avait le baptême du jeune enfant, le lieu où la Death Watch se réfugie. Alors Mando, il est gentil, mais il n'a pas prévenu Bo-Katan. Donc Bo-Katan, je pense qu'elle était un peu surprise, certainement un peu mal à l'aise par rapport à la situation. Pour autant, elle assume, elle est là. En fait, elle avait besoin d'une vraie sieste sur son trône, ou alors elle est sous Xanax, c'est un truc, elle a pris des médocs. Mais elle a clairement été choquée aussi par le mythosaure. La voilà présente donc à côté de Mando face à la Death Watch. De suite, allez, on montre du doigt, oh l'apostat, les deux apostats, vous dégagez de là, vous n'avez rien à faire ici. Et là Mando qui, non, moi je suis de nouveau baptisé, regarde, j'ai la preuve. Donc il sort une bouteille de flotte et Bo-Katan, en tant que témoin fidèle, assure que Mando a bien fait son petit plouf-plouf dans les eaux vivantes. Alors voilà, on les laisse entrer face à l'armurière. Mando donne la petite fiole, l'armurière qui ne s'éternise pas sur les bonjours au revoir. Elle teste, elle constate clairement que Mando a fait le job, qu'il ramène une fiole des eaux vivantes. Donc pour elle, eh bien, il est réintégré immédiatement à la Death Watch. Donc mission accomplie pour Mando, qui de nouveau fait partie de sa team initiale. Donc l'exil de Din Djarin prend fin. Et d'une façon un peu improbable, eh bien, on réhabilite aussi Bo-Katan, étant donné qu'elle a également plongé, pu plonger donc, dans ces eaux vivantes pour sauver Din Djarin. Donc voilà, donc deux équipiers. Elle semble accepter totalement le deal. Elle reconnaît ne pas avoir enlevé son casque depuis. Alors qu'est-ce qu'elle pense vraiment à ce moment-là, Bo-Katan ? On voit qu'elle en retient beaucoup pour elle, car il y a un plan où on la voit regarder justement le crâne de mythosaure. Et là on se dit, alors peut-être que Bo-Katan, elle pense à mijoter quelque chose. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment adepte de la Death Watch, puisqu'elle a pas mal chié sur leur gueule depuis un moment, en disant que leur légende était minable. Alors peut-être que dans sa tête tout a changé, depuis qu'elle a vu le grand mythosaure, donc solo. À voir, en tout cas, j'espère qu'elle va nous préparer quelque chose de sympa. En tout cas, on sent quand même une alliance, une fusion. Au niveau des Mandaloriens, ça avait été plus ou moins annoncé dans l'épisode précédent. On avait peut-être temps maintenant justement pour eux de se ressouder et de simplement contre-attaquer par rapport à ce qui leur était pris, de redorer un peu le blason de leur peuple. Un épisode qui m'a beaucoup plu finalement, surtout quand je l'ai revisionné une deuxième fois, car la première fois j'étais un petit peu blasé sur cette période centrale où on parle beaucoup du Dr Pershing et de cette petite aventure de Coruscant qui s'étale sur plusieurs semaines, j'ai l'impression quand même, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que dans la construction de l'épisode, on commence avec une scène qui se passe juste après le chapitre 18, et après on insère comme un flashback, ou alors je pense pas que ce soit vraiment un flashback, ça doit se passer plus ou moins en même temps, cette période d'une dizaine, quinzaine, peut-être de 3 mois, l'histoire de Dr Pershing qui se laisse un petit peu amadouer par son ancienne camarade de travail, et on revient sur une petite scène qui va suivre juste la première scène de l'épisode, donc c'est une construction assez particulière. Alors soit, pourquoi pas, c'est un choix de la réalisation tout simplement, ça ne me choque pas plus que ça. Car comme vous l'avez remarqué, la politique a un petit peu changé depuis quelques temps. On ne fait plus de grands films, mais peut-être à cause du Covid d'ailleurs. On produit des séries dérivées avec des images exceptionnelles. Alors bien entendu, on ne profite pas du grand écran et c'est bien dommage. Mais potentiellement, on a quand même du grand spectacle, du travail de qualité avec une très très bonne équipe. On n'a pas des épisodes de remplissage, des épisodes filler constamment. Donc j'ai vraiment été enthousiasmé par le spectacle de cette série. On se doute que derrière ces expériences de clonage, tout va reprendre, que le côté obscur va certainement repointer le bout de son nez, avec certainement en commande Moff Gideon, qui est dans l'ombre, qui est toujours là quelque part, que l'on dit condamné par fouet mental ou je sais pas trop quoi, isolé, et potentiellement qui va forcément réapparaître. Mais en tout cas, une saison très très prometteuse. On en arrive bientôt à la bascule, la prochaine fois on aura l'épisode 4. On en sera à la moitié de la saison. On a développé vraiment ce background sur toute sa largeur. Maintenant, il n'y a plus qu'à composer la bonne recette, messieurs les réalisateurs, monsieur le scénariste. On est sur la bonne voie et ça, on vous en remercie du fond du cœur. Merci Disney, merci Jon Favreau et merci toutes les équipes qui travaillent autour de cette saga Star Wars. Il est temps pour vous peut-être de me laisser un petit commentaire par rapport à cette série, par rapport à ce que vous pensez de cet épisode en particulier. C'est quand même quelque chose de qualité qu'on a, il faut l'avouer. Donc il y a peut-être potentiellement aussi des choses qui vous ont déçu, donc n'hésitez pas à les mettre en avant. Moi je trouve que la partie globale a été un petit peu longue, peut-être on s'est un peu trop attardé sur cette relation entre le Dr Pershing et
et Elia Kane. Bon, c'était un petit peu visible, hein, donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes enthousiaste quant à la suite? Est-ce que vous avez peut-être des théories à mettre en avant, des hypothèses, des choses sympas que je n'aurais pas abordées? Dans tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, de donner un petit like à cette vidéo qui m'aiderait beaucoup peut-être à être mieux référencé sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la force, vive la vie, vive Star Wars. Ciao ciao.